La vérité interdite sur l'effort. Tu crois que si tu fais assez d'efforts, quelque chose finira par céder. Tu crois que si tu tiens assez longtemps, la porte s'ouvrira. Tu crois que si tu restes droit, patient, cohérent, le monde répondra. C'est là que commence l'erreur. L'effort, tel qu'on te l'a appris, n'est pas un moteur. C'est un tranquillisant. On ne t'a jamais appris à faire des efforts pour avancer. On t'a appris à faire des efforts pour rester à ta place sans te plaindre. Regarde calmement ta situation actuelle, pas avec espoir, pas avec colère, avec lucidité. Si l'effort suffisait, tu serais déjà ailleurs. Si la persévérance suffisait, tu aurais déjà franchi le seuil. Si le mérite était réel, ton chemin serait linéaire. Mais il ne l'est pas. Et ce n'est pas parce que tu es faible. Et c'est parce que tu as été correct dans un système qui ne récompense pas la correction. On t'a vendu une équation simple, plus tu donnes, plus tu reçois. Plus tu travailles, plus tu avances. Plus tu es patient, plus on te respecte. Cette équation est fausse. Pas totalement, mais suffisamment pour te ralentir toute une vie. Le monde ne fonctionne pas sur l'effort. Il fonctionne sur la lisibilité. On n'avance pas parce qu'on transpire. On avance parce qu'on est compris, identifié, placé. Et ceux qui te disent le contraire ne sont pas forcément malveillants. Ils sont souvent conditionnés. On t'a appris à croire que la stagnation est un défaut personnel, que si tu n'avances pas, c'est que tu dois encore travailler sur toi, encore t'améliorer, encore attendre. Et c'est une manière élégante de te faire porter la faute, pendant que la structure reste intacte. Tu n'es pas lent, tu es lucide, et la lucidité, dans un monde de rôles rapides, est perçue comme une anomalie. Tu observes avant d'agir, tu ressens avant de trancher, tu comprends les conséquences avant de foncer. Résultat, tu n'entres pas dans les dynamiques aveugles, tu ne saisis pas les opportunités toxiques, tu refuses certains raccourcis, et on te fait croire que c'est un manque d'ambition. En réalité, c'est un excès de conscience. Mais personne ne te l'a dit, parce que la conscience ralentit la machine. On préfère des gens efficaces à des gens lucides, des gens rapides à des gens profonds, des gens obéissants à des gens cohérents. L'effort, dans ce contexte, devient un outil de domestication. Travaille plus, explique plus, et sois plus gentil. Fais encore un effort. Et pendant que tu t'épuises, le jeu continue sans toi. Regarde autour de toi, pas les discours, les trajectoires. Qui avance réellement? Ceux qui font tout bien ou ceux qui ont compris quand ne pas donner? Tu as peut-être remarqué quelque chose de dérangeant. Certaines personnes progressent avec une facilité presque indécente, pas plus intelligente, pas plus courageuse, pas plus morale, simplement mieux positionnées. Elles savent quand se taire, quand se montrer, quand disparaître, quand laisser les autres faire l'effort à leur place. Et toi, on t'a appris l'inverse, à être disponible, fiable, transparent. On t'a appris à être lisible sans être stratégique. C'est le piège. L'effort constant te donne l'illusion du mouvement. Mais il peut aussi devenir une forme de surplace très respectable. Tu t'actives, tu fais, tu donnes. Et intérieurement, quelque chose se fige. La stagnation n'est pas toujours visible de l'extérieur. Parfois, elle porte un costume de discipline. Tu te lèves tôt, tu tiens bon, tu encaisses, mais tu n'avances pas. Et le plus pervers, c'est que plus tu es conscient, plus tu doutes de toi. Parce que tu vois les angles morts, parce que tu anticipes les effets secondaires, parce que tu refuses de tricher avec ta propre cohérence. Alors tu ralentis encore. Le système adore ça. Il adore les gens qui se questionnent pendant que d'autres occupent l'espace. Tu n'as pas été programmé pour perdre. Tu as été programmé pour attendre. Attendre que l'effort parle pour toi. Attendre que la patience soit remarquée. Et à attendre que la justesse soit récompensée.
Mais le monde ne regarde pas l'effort. Il regarde l'impact. Et l'impact n'est pas proportionnel à la fatigue. C'est là que la porte commence à s'ouvrir, pas brutalement, pas avec une révélation spectaculaire, mais avec une sensation étrange. Et si l'effort n'était pas la clé, mais le filtre, et si ceux qui avancent le plus vite étaient ceux qui savent où ne pas s'investir, si cette idée te dérange légèrement, c'est bon signe. Parce que tu n'es pas en train d'être motivé, tu es en train de voir. Et voir dans ce monde, c'est déjà se désolidariser du jeu automatique. La suite va déranger plus profondément, pas émotionnellement, structurellement. Tu vas comprendre pourquoi on glorifie tant l'effort et surtout, qui y gagne réellement. Il y a une chose qu'on ne te dit jamais sur l'effort. Pas parce qu'elle est secrète, mais parce qu'elle est inconfortable. L'effort est glorifié quand il ne menace rien. On applaudit l'effort quand il maintient l'ordre existant. On l'admire quand il s'exerce dans les couloirs déjà tracés. On le célèbre quand il ne déplace pas les lignes. Mais l'effort qui remet en question, l'effort qui dérange, l'effort qui refuse les règles implicites, celui-là est ignoré ou puni. On t'a appris à croire que le monde est un terrain neutre, que chacun avance selon ce qu'il donne, que le mérite finit toujours par s'imposer. C'est une histoire propre, rassurante, moralement acceptable, mais fausse dans sa structure. Le monde est un ensemble de jeux superposés, et chaque jeu a ses règles invisibles, ses seuils tacites, ses limites non négociables. Et de quand tu fais des efforts sans comprendre le jeu, tu ne progresses pas. Tu alimentes une organisation, une hiérarchie, un récit, et plus tu y crois, plus tu t'y investis. On t'a appris à confondre engagement et alignement, à croire que donner plus est toujours vertueux, à penser que la gentillesse est une stratégie. La gentillesse n'est pas une stratégie, c'est un langage. Et comme tout langage, il peut être entendu ou exploité. Le mythe de travail dur est l'un des plus puissants, parce qu'il transforme la responsabilité collective en charge individuelle. Si tu n'avances pas, ce n'est pas le système, c'est toi. Si tu es épuisé, ce n'est pas la structure, c'est ton manque de discipline. Si tu es invisible, ce n'est pas un biais, c'est que tu dois encore faire tes preuves. C'est propre, c'est élégant, et c'est terriblement efficace. Tu finis par te battre contre toi-même au lieu de regarder la configuration réelle. Pose-toi une question simple, froide, sans émotion. Dans ton environnement actuel, qu'est-ce qui est réellement récompensé? Pas dans les discours, dans les faits. Est-ce la compétence ou la conformité? Est-ce la profondeur ou la rapidité d'exécution? Est-ce la justesse ou la visibilité? Tu verras apparaître une constante. Ceux qui avancent ne sont pas forcément ceux qui comprennent le mieux. Ce sont ceux qui jouent le rôle attendu au bon moment. Et ce rôle n'est jamais explicitement formulé. Il est absorbé, imité, normalisé. Toi, tu as un problème dans ce jeu. Tu ressens quand quelque chose sonne faux. Tu perçois les contradictions. Tu captes les tensions sous la surface. Et au lieu de jouer malgré ça, tu hésites. Tu te dis, ça ne me ressemble pas. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas le bon moment. Pendant ce temps, d'autres avancent. Pas parce qu'ils ont raison, mais parce qu'ils acceptent le décalage entre ce qu'ils font et ce qu'ils ressentent. Ils compartimentent, ils segmentent, ils dissocient. Toi, tu refuses cette fracture intérieure. Alors on t'explique que tu manques de mordant, d'ambition, de foi en toi. En réalité, tu manques surtout d'un mensonge confortable. Le système adore ceux qui ne voient pas, mais il exploite surtout ceux qui voient et continue quand même à donner. C'est là que l'effort devient dangereux. Quand tu fais des efforts en comprenant que le jeu est biaisé, mais que tu continues par loyauté, par peur ou par habitude, tu t'uses. Tu développes une fatigue étrange, pas physique, mentale. Une fatigue de cohérence.
Tu te forces à agir dans des cadres qui ne te respectent pas, à expliquer ce qui ne devrait pas l'être, à prouver ce qui n'est jamais réellement évalué. Et plus tu t'expliques, moins on t'écoute. C'est une loi silencieuse. Celui qui doit trop justifier sa valeur a déjà perdu du terrain symbolique. Les personnes réellement puissantes n'expliquent presque rien. Elles posent, elles n'insistent pas, elles se retirent, et ce retrait crée une tension. Toi, on t'a appris à combler les vides, à répondre, à rassurer, à faire un effort supplémentaire. Tu deviens prévisible, fiable, exploitable. Ce n'est pas une insulte, c'est un constat. Le système n'a pas besoin de te briser. Il a seulement besoin que tu continues à jouer honnêtement dans un jeu déséquilibré. Et tu le fais bien, trop bien, si tu respectes des règles que d'autres utilisent ta géométrie variable. Tu attends des signaux qui ne viennent jamais. Tu crois encore qu'à force d'efforts, quelque chose va reconnaître ta valeur. Mais la reconnaissance n'est pas automatique. Elle est orchestrée, et ce qui est orchestré ne répond pas à la fatigue, mais à la position. La question n'est donc pas « dois-je faire plus d'efforts ?» La vraie question commence à émerger maintenant. Dans quel jeu suis-je en train d'investir ma vie? Et surtout, qui profite réellement de mon endurance? Cette question, peu de gens osent la regarder, parce qu'elle oblige à renoncer à une illusion très confortable, celle d'être simplement en retard. La suite va aller plus loin. Elle va toucher ce qui t'a façonné avant même que tu comprennes les règles, ce qui t'a rendu lucide, mais lent. Si tu regardes honnêtement ton rythme, tu verras qu'il n'est pas lent par hasard. Il a été fabriqué, pas par une autorité visible, pas par une règle écrite, mais par une accumulation de micro-signaux reçus très tôt et jamais remis en cause. On t'a appris à anticiper le regard avant l'action, à mesurer l'effet avant le geste, à sentir l'ambiance avant de parler. Pas parce que tu étais faible, mais parce que tu étais réceptif. L'enfant qui perçoit vite les tensions apprend à ne pas déranger. Il apprend à ajuster, à lisser. Il devient attentif, empathique, responsable. Et on appelle ça une qualité. Mais cette qualité a un coût invisible. Elle t'apprend à ralentir avant même de savoir pourquoi, à te censurer avant même d'avoir formulé, à donner sans exiger parce que c'est normal. Et tu n'as pas été conditionné par la force, tu as été conditionné par la relation, par le besoin d'être accepté, par la peur diffuse de rompre un équilibre fragile, par l'idée que ton calme vaut plus que ta position. Résultat, tu développes une intelligence fine, mais une posture floue. Tu comprends vite, tu vois loin, mais tu avances en biais. Et le monde ne récompense pas la compréhension. Il récompense la clarté d'intention, même quand elle est vide. Les gens qui avancent plus vite ne sont pas moins lucides que toi. Ils sont souvent moins chargés de doutes, moins chargés de scrupules, moins chargés de conscience sociale. Ils ne portent pas le poids du « et si ». Ils agissent et ajustent après. Toi, tu ajustes avant. Et parfois, tu n'agis pas par paresse, par excès de vision. Tu vois les scénarios, les implications, les conséquences secondaires. Et cette vision te ralentit. Pas parce qu'elle est fausse, mais parce qu'elle n'est pas valorisée. Dans un monde rapide, la lucidité est perçue comme de l'indécision. Dans un monde bruyant, la retenue est perçue comme un manque de présence. Dans un monde de rôle, la profondeur est perçue comme une complication. Alors tu compenses par l'effort, tu te dis « je vais faire plus, je vais être irréprochable, je vais prouver par la constance ». Mais la constance sans frontières devient une autorisation implicite à te demander davantage. Plus tu es fiable, plus on te charge. Plus tu es gentil, plus on t'utilise. Plus tu es patient, plus on te fait attendre. Ce n'est pas une conspiration, c'est une mécanique. Le système ne pense pas. Il réagit. Et il réagit toujours de la même manière. Il exploite ce qui ne résiste pas. Résister ne veut pas dire se battre. Résister ne veut pas dire crier.
Résister ne veut pas dire imposer. Résister parfois, c'est retirer. Retirer ton explication, retirer ton énergie, retirer ta disponibilité. Mais on ne t'a jamais appris ça. On t'a appris à être cohérent, pas stratégique, à être juste, pas positionné, à être profond, pas lisible. Alors tu fais des efforts dans le mauvais sens. Tu mets ton énergie là où elle ne peut pas revenir. Tu investis là où la structure est fermée. Tu attends un signal qui n'est pas prévu. Et plus tu attends, plus tu internalises l'échec. Tu te dis que tu dois encore travailler sur toi, encore comprendre, encore améliorer. Mais la compréhension n'est plus le problème. Le problème, c'est que tu continues à donner dans des environnements qui ne savent pas recevoir. Tu continues à expliquer à des gens qui n'écoutent pas. Tu continues à prouver à des systèmes qui ne mesurent pas. C'est là que l'effort devient une fuite, une manière élégante de ne pas poser une question plus inconfortable. Qu'est-ce que je tolère encore, qui me coûte ma trajectoire? Parce que poser cette question implique une rupture intérieure, un renoncement, une perte symbolique. Tu devras peut-être accepter que certaines scènes ne sont pas pour toi, que certaines attentes ne seront jamais satisfaites, que certains jeux ne valent pas ton énergie. Et ça, on ne te l'a jamais présenté comme une option valable. On t'a appris à tenir, pas à choisir. La suite va t'emmener là où ça devient concret, pas conceptuel, pas philosophique. C'est tu vas voir ce que tu dois cesser avant même de penser à faire autrement. Il arrive un moment précis où l'effort cesse d'être une vertu et devient un aveuglement entretenu. Ce moment est discret. Il ne fait pas de bruit. Il ne provoque pas de crise. C'est l'instant où tu sais déjà, mais où tu continues quand même. Tu sais que cet espace ne te portera pas plus loin. Tu sais que cette relation est asymétrique. Tu sais que cette structure ne changera pas, mais tu restes. Par habitude, par loyauté, par peur de perdre ce que tu as déjà investi. C'est là que le conditionnement est le plus fort. On t'a appris que partir, c'est échouer, que renoncer, c'est abandonner, que couper, c'est être ingrat. Alors tu continues à donner de l'effort là où il ne peut plus produire de mouvement. Tu confonds tenir et avancer. Et le système adore ça. Et il adore les gens qui restent immobilisés sans remettre en question la direction. Il adore les consciences actives qui ne déplacent rien. Tu deviens une force stabilisatrice, un amortisseur, quelqu'un qui absorbe, mais pas quelqu'un qui modifie. À ce stade, la fatigue change de nature. Ce n'est plus une fatigue de travail, c'est une fatigue de sens. Tu te lèves sans résistance, tu agis sans révolte. Mais quelque chose en toi s'éteint lentement. Ce n'est pas de la dépression, ce n'est pas de la paresse, c'est une désynchronisation. Ton intelligence n'est plus alignée avec ce que tu nourris. Et plus tu es lucide, plus cette désynchronisation est douloureuse. Parce que tu vois exactement ce qui se passe. Tu vois pourquoi ça ne bouge pas. Tu vois ce qui est attendu de toi. Et pourtant, tu continues. Et c'est ici que la plupart des discours s'arrêtent. On te dirait de changer de mindset, de rester positif, de travailler encore un peu. Mais ce n'est pas un problème d'attitude. C'est un problème de frontières. Tu n'as pas appris à arrêter, pas arrêter par faiblesse. Arrêter par lucidité. Arrêter de croire que l'effort est toujours noble. Arrêter de croire que donner te rendra indispensable. Arrêter de croire que ta valeur augmente avec ta fatigue. La vérité est plus froide. Ta valeur augmente quand ton énergie devient rare, quand ton attention n'est plus automatique, quand ta présence n'est plus acquise, tant que tu es toujours là, toujours prêt, toujours disponible. Rien ne change. Parce que le changement n'est jamais déclenché par la continuité. Il est déclenché par la rupture contrôlée. Pas une explosion, et pas une colère, pas un discours, un retrait net, calme, sans justification excessive. Mais ça, on ne te l'a jamais enseigné. On t'a appris à expliquer tes limites, à les rendre acceptables, à les négocier. Résultat, elles ne sont jamais respectées. Les limites respectées sont celles qui ne sont pas discutées. Les personnes réellement solides ne menacent pas, elles ne justifient pas,
elles ajustent leur présence. Et c'est ce que tu n'as jamais osé faire pleinement, parce que tu as été construit dans l'idée que ta valeur réside dans ta contribution constante. Alors tu donnes, même quand personne ne rend. Tu expliques, même quand personne n'écoute. Tu fais un effort, même quand le jeu est figé. Ce n'est pas de la naïveté, c'est de la loyauté mal placée. Et maintenant, la bascule commence. Pas vers l'action frénétique, pas vers la revanche, vers une posture nouvelle. Une posture où tu cesses de croire que ton silence est une absence. Une posture où tu comprends que retirer ton énergie est parfois la seule manière de rendre visible ta valeur. La suite n'est pas confortable, parce qu'elle implique des renoncements précis, pas émotionnels, structurels, ce que tu dois arrêter de croire, ce que tu dois arrêter d'expliquer, ce que tu dois arrêter de donner gratuitement. Il y a 3 choses que tu dois regarder en face maintenant, pas pour les combattre, pour les cesser. La première est une croyance, silencieuse, profondément ancrée. L'idée que si tu expliques assez bien, on finira par comprendre. C'est faux. L'explication prolongée n'élève pas ta position, elle la réduit. Plus tu expliques, et plus tu te situes en demande de validation, plus tu détailles, plus tu montres que tu attends une approbation. Les gens n'accordent pas de valeur à ce qui se justifie trop. Ils accordent de la valeur à ce qui se tient sans eux. Tu n'as jamais manqué de clarté. Tu as manqué de retenue. Tu dis trop. Tu donnes trop de contexte. Tu ouvres trop tes intentions parce que tu veux être juste, compréhensible, irréprochable. Mais le monde ne fonctionne pas sur l'irréprochable. Il fonctionne sur le cadre. Celui qui parle peu, mais agit clairement, crée une tension. Celui qui explique beaucoup la dissout. La deuxième chose que tu dois cesser, c'est le don gratuit d'énergie dans des espaces non réciproques. Tu appelles ça de la générosité, de la disponibilité, de l'engagement. En réalité, c'est une fuite lente. Tu donnes ton temps et ton attention, ta présence mentale, et tu le fais sans contrat symbolique, sans retour clair, sans limite. Résultat, ta contribution devient normale, attendue, invisible. Ce qui est toujours donné n'est jamais considéré comme précieux. La rareté ne se décrète pas, elle se pratique. Et tant que tu continues à offrir ton énergie sans discernement, tu tiches au monde que ton seuil est infini. Il ne l'est pas. La troisième chose à cesser est plus subtile. Tu dois arrêter de croire que ton calme te protège. Ton calme t'a permis de survivre, de comprendre, de traverser. Mais aujourd'hui, il peut devenir une dissimulation. Un calme qui absorbe tout finit par disparaître. Le calme réel n'est pas passif. Il est structuré. Il sait quand se retirer, quand fermer, quand ne pas répondre. Tu n'as pas besoin d'être plus dur. Tu n'as pas besoin d'être agressif. Tu as besoin d'être illisible là où tu étais trop accessible. Cela ne se voit pas immédiatement, mais ça se ressent. Quand tu cesses d'expliquer, les gens commencent à interpréter. Quand tu cesses de donner, ils commencent à mesurer. Quand tu cesses d'être toujours là, ils commencent à ressentir le vide. Et ce vide est plus puissant que n'importe quel effort. C'est ici que beaucoup échouent, parce qu'ils confondent retrait et abandon, silence et faiblesse, frontière et rejet. Mais le retrait lucide n'est pas une fuite, c'est une reconfiguration. Tu ne quittes pas le jeu, tu changes de position, tu ne te retires pas par colère, tu te retires par clarté, et cette clarté change tout. Tu n'es plus celui qui attend, tu deviens celui qui choisit, tu n'es plus celui qui se fatigue, et tu deviens celui qui observe où son énergie produit réellement un effet. Ce basculement est discret, personne ne t'applaudira, mais intérieurement, quelque chose se stabilise. Tu ressens moins d'urgence, moins de justification, moins de besoin d'être compris, parce que tu as cessé de négocier avec des structures fermées. La vraie puissance ne se manifeste pas par une accumulation d'efforts, elle se manifeste par une économie précise de l'énergie.
tu n'as pas besoin de faire plus. Tu as besoin de faire moins, mais au bon endroit. Et ça, personne ne te l'a jamais dit clairement, parce que quelqu'un qui économise son énergie devient imprévisible. Et l'imprévisible n'est pas contrôlable. La clôture approche, pas comme une conclusion, comme un saut, une phrase, une posture, une décision intérieure. À ce stade, tu n'as plus besoin d'une théorie. Tu as déjà compris. Tu sens exactement où ton effort s'est vidé de sa force. Tu sais précisément où tu as continué par automatisme alors que ta lucidité disait « stop ». La vérité interdite sur l'effort n'est pas qu'il est inutile, c'est qu'il est neutre. L'effort ne crée rien à lui seul. Il amplifie uniquement le cadre dans lequel tu l'injectes. Dans un cadre juste, un petit effort produit un mouvement réel. Dans un cadre biaisé, un effort immense ne produit qu'une fatigue propre. Et c'est cette fatigue propre qui maintient le système stable. Tu as été utile, fiable, endurant, mais tu n'as pas été stratégique. Pas parce que tu en étais incapable, parce que tu as été formé à confondre valeur et sacrifice. On t'a appris que celui qui donne sans compter finit par recevoir. En réalité, celui qui donne sans compter enseigne au monde qu'il peut être compté à zéro. Le monde ne respecte pas l'effort. Il respecte les seuils. Il ne suit pas la constance. Il réagit à la rareté. Il n'obéit pas à la fatigue. Il s'ajuste à la frontière. Et maintenant, tu sais que continuer n'est pas toujours avancer. Tu sais que tenir n'est pas toujours noble. Tu sais que l'effort sans repositionnement est une forme lente d'effacement. Tu n'as rien à prouver, rien à expliquer, rien à réparer. Tu as seulement à retirer. Retirer ton énergie des espaces qui ne répondent pas. Retirer ta parole là où elle est diluée. Retirer ta présence là où elle est acquise. Ce retrait n'est pas une fuite, c'est un tri, et ce tri va produire quelque chose de précis, un calme plus dense, un silence plus lourd, une posture plus stable. Les autres le sentiront sans que tu dises un mot, parce que celui qui n'a plus besoin de forcer devient impossible à manipuler. Souviens-toi de ceci et garde-le sans l'expliquer. L'effort ne t'a jamais bloqué. Ce qui t'a bloqué, c'est l'endroit où tu l'as offert. À partir de maintenant, tu n'as plus à te demander combien je dois donner. La seule question valable est « Où est-ce que je retire ?» Si cette lucidité t'a parlé, tu sais quoi faire. Abonne-toi. Ou laisse un mot, pas pour soutenir, pour signaler que tu as vu. Et quand on voit, on ne joue plus jamais de la même manière.